Cette semaine, dans le balado, on retrouve une vieille connaissance, on doit préparer un gâteau et on se fait justice. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut, salut! Donc, relâche qui arrive. Oui, c'est pour ça qu'on est chargé en films familiaux depuis 3 semaines. Puis 2 cette semaine, un définitif, un que je pense qu'il peut s'insérer dans cette veine-là quand même. D'ailleurs, je pense qu'il est présenté à Montréal dans le Festival des films pour enfants. De quoi tu parles? On en parlera, on y reviendra. Parce que je pense qu'il y a quand même une vibe un peu familiale, peut-être pour un peu plus vieux que plus jeune. OK. Mais je ne parle pas de Scream 7. Non, OK, c'est ça. Donc, pour les cœurs d'enfants. Alors, Scream 7 qui touche droit au cœur de sa lame de couteau. Petit tour d'horizon d'actualité quand même assez chargé parce qu'il y avait 2 énormes galas cette semaine. Mais lesquels? Les BAFTA, donc les prix britanniques, et les Césars hier. Oui, c'est singulier, c'est un jeudi. Ouais. C'est fun. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est toujours ça ou ça a tombé. J'ai pas fouillé. Ouais. J'aurais cru que c'était des dimanches aussi, habituellement. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi bataille pour les réseaux, puis l'écoute. Puis... Peut-être. Donc, BAFTA, sans grande surprise, One Battle After Another a passé la grappe. La grappe? Voilà, la grappe. Il a récolté tous les raisins. Tous les raisins. Fait que ça le positionne, évidemment, là, maintenant pour les Oscars. Je pense que c'est pratiquement chose faite. Est-ce donc, qu'Hamnet a eu... Hamnet a gagné... Jessie Buckley? Ouais, meilleure actrice, sans grande surprise, et meilleur film britannique. Mm-hmm. Je pense que s'il avait gagné aussi le meilleur film overall, peut-être que ça aurait pu jeter un petit doute, mais vu qu'il n'a pas gagné, je pense que c'est clos. Là. Plus que les BAFTA aussi ont souvent, c'est bien correct, là, le côté que les films britanniques shine un peu plus. Oui, bien sûr. J'aurais cru que Hamnet l'aurait remporté. Ça aurait pu être un bon candidat. Mais c'est un film britannique. Ouais. Mais Chloé Zhao, est-ce qu'elle est britannique? Non, elle est américaine. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, dans la catégorie meilleur acteur, on a eu un petit upset parce que c'est pas Timothée Chalamet qui a gagné, mais un acteur britannique pour un petit film phénomène là-bas qui s'appelle I Swear avec Robert Aramayo. Mais qui a fait polémique. Ah, je sais pas, j'ai pas été fouillé. Oui, en fait, c'est parce que c'est pas le film qui a fait polémique, c'est au BAFTA. Ah oui, c'est parce que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui souffre du syndrome de la Tourette. Ouais. Et là, il y a un acteur qui le joue, qui a remporté le prix, comme tu dis. Mais la personne qui a inspiré l'histoire était dans la salle. Et la Tourette, on sait ce que ça fait. Ça sort les pires parties de toi de manière... Beaucoup de profanité. Ouais, c'est ça. Alors, quand Michael B. Jordan et son co-star ont monté pour aller présenter un prix, il a crié le mot en haine. Sauf que là, l'enjeu aussi là-dedans, je veux dire, à la limite, c'est drôle malaisant. Là, tu sais d'où ça vient. Là. Peut-être qu'au début, ils sont insultés, mais c'est comme, c'est ce gars-là, c'est malgré lui. Là. Sauf que, tu sais, c'est live, la diffusion de ça, mais ils ont un buffer, là, ils ont un temps de jeu où ils peuvent corriger. Il y a des affaires qui ont coupé, paraît, quelqu'un qui a dit, genre, Free Palestine dans son affaire. Puis comme, on veut pas se mêler à ça. Puis, tu sais. Là, ils l'ont pas coupé. Non, ils l'ont pas coupé. Il aurait pu. C'est très bizarre, genre. Fait que la BBC a fait ses excuses ce matin. Et d'ailleurs, la personne a été... licenciée? Non, escortée en dehors de la cérémonie, là, après... parce que tout au long, là, il lançait beaucoup de profanité, pas juste ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont... C'est ça, mais là, il y en a qui ont dit, là, cette personne-là n'aurait pas dû avoir accès. Mais comme, c'est quand même... Je sais pas si c'est mal dit, mais c'est quand même une personne en situation de handicap, là. Ouais. C'est une maladie, là, et tout, un défaut, là, je sais pas trop. Mais, fait que là, on peut pas dire, ces gens-là n'ont pas le droit d'assister à des cérémonies, il faut qu'ils restent chez eux. Il n'y a aucune empathie. D'ailleurs, l'animateur a fait comme un call de respecter, d'avoir la compassion, d'empathie. En plus, on lui donne des prix pour le film inspiré de lui, puis là, on le jette dehors comme vieux sale, tu sais. Je pense que c'est lui qui a quitté de son propre chef, là, parce que là, il voyait que ça fonctionnait. C'est comme une quinte de tout, mais en injure. Là. Donc, fait que voilà, oui. Alors, c'est ça, I Swear, mais je pense pas qu'il sort au Québec, au Canada. Il y a des fois, si ça parle aussi de quelqu'un qu'on connaît pas tant, puis tout, c'est pas tous les films qui traversent. Là. Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, je pense que Timothée est bien en selle pour les Oscars. Donc, le PTA a gagné meilleur film, mais il a aussi gagné meilleur film étranger, c'est ça? Non, oui, j'ai pas été voir. Après, je me demandais qui gagnerait. Puis...
Donc, 2 fois. Mais tout ça, moi, j'ai pas noté. Non, c'est ça. Je me mélange. C'est au César. C'est au César, c'est ça. Parce que moi, j'ai noté 6 prix. Donc, film, réal, scénario, adaptation, montage, direction photo et Sean Penn, acteur de soutien. Alors, on sait que Stellan Skarsgård avait remporté le Golden Globe. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Catégorie technique, Frankenstein, très populaire. Costume, direction artistique, maquillage. Et l'autre grand gagnant aussi avec 3, Sinners. Donc, musique, scénario pour Coogler. Et peut-être une autre petite surprise pour actrice de soutien avec Wunmi Mosaku qui a remporté ce prix-là. Alors, on verra bien. Mais je pense on dirait que c'est mélangé cette année. Là, ça se place, mais le fait que Sinners est dans toutes les catégories avec 16 nominations, on parle aussi des Oscars, il peut surprendre à chacune de ces catégories-là, presque. Mais... Tu sais. Juste à date, une constante avec au moins la musique de Göransson, mais les catégories plus artistiques, tout ça, on y reviendra dans notre spécial Oscar, mais Frankenstein prend la pôle quand même. Ouais. Bon. Fait que je pense que Sinners risque de repartir pas bredouille, là, mais avec pas beaucoup de statuettes. Ouais. Mais parlons de films bredouille. Je voulais dire, parenthèse, tu as dit spécial Oscar, on va faire ça dans 2 semaines. Là, ouais, pour que ça exact. sorte. Évidemment, si on le sort après les Oscars, il n'est pas nos prédictions valent rien. À moins qu'on donne tous les gagnants, puis là, on a 100%. Oui, c'est ça, exact. Mais Marty Supreme est le grand perdant des BAFTA avec 0 prix en 11 nominations. Donc, l'humiliation ultime. Ben, tu sais, c'est ça. En tout cas, quand on parlera des Oscars, il y a un peu ça. Au lieu qu'il y ait une variété, puis comme plein de films qui ont 1 ou 2, il y a tellement de films qui ont plus de 10 nominations qu'ils sont tous dans toutes les catégories, dans toutes les mêmes catégories. Mais après, souvent, le gagnant, c'est quand même un qui va avoir 4-5 prix. À chaque année, il y en a un comme ça qui passe la gratte. Ouais. Fait que les autres vont juste être... grappe. Oui, exactement. Il prend tous les raisins. Alors là, les autres, il n'y a plus rien. C'est ça. Le bol de fruits est vide. Mais le grand gagnant sera Warner, à tout point de vue, parce qu'ils sont les distributeurs de One Battle et de Sinners. Donc, et quand de même, F1. Et de F1, ouais. Fait que pourrait gagner des prix techniques. Ça va être intéressant. J'irai voir quel est le record pour un studio, mais peut-être que Warner pourrait battre... ce record. J'ai l'impression que le record, c'est eux-mêmes qui l'ont à l'époque où... Return of the King. Ouais, oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient eu 13 ans. 13, à moins que ce soit genre du Paramount avec Titanic ou je sais pas quoi. Même là, c'était 10. Genre, ouais, non, c'est ça, effectivement. Non, c'est Return of the King qui a le record, donc puis c'est tout le même studio. Fait que, ouais. Ben, c'est ça, là. À moins qu'il y ait une année que, comme on dit, Paramount avec Titanic n'avait gagné 10, puis qu'il y aurait eu un autre film de Paramount qui aurait gagné 3 ou 4 autres. Si on combine, j'irai voir. Je fouillerai cette statistique-là. Des devoirs. Et parce qu'on y reviendra sur Warner aussi. C'est une bonne semaine pour eux. César, plus diffus comme prix, mais quand même souligné. Théodore Pellerin, qui a remporté César meilleur espoir pour Nino, et également pour Pauline Lecesse pour meilleur premier film. Donc, un beau rayonnement pour eux. L'attachement, grand prix, meilleur film. Je ne sais plus si je l'ai nommé dans mon top 10 de l'année. Je pense que non. Mais c'est peut-être dans tes mentions coup de cœur. Ouais, c'est ça. J'y avais repensé, puis il y avait le défaut de, comme, on l'a vu en février passé, ça fait tellement longtemps, fait que quand t'arrives au top 10, c'est comme, j'ai mis 4 étoiles, mais tu sais, je m'en souviens plus exactement du sentiment que j'ai eu. Là. Donc, scénario également pour l'attachement et Vimala Ponce pour actrice de soutien. L'autre grand gagnant, Nouvelle Vague, Richard Linklater, quand même réalisateur, costume, photo et montage. Donc, un beau petit bijou si vous vous intéressez au cinéma et à la production du cinéma, la création d'un film. Les autres grands gagnants, Laurent Lafitte, acteur, Léa Drucker, qu'on va pouvoir voir dans le dossier 137 bientôt, actrice, et Laurent Letin dans L'étranger, qui est toujours à l'affiche. Pierre Letin, j'ai dit Laurent Letin. Ouais, c'est ça. J'avais Laurent Lafitte en tête, donc Pierre Letin. Pierre Letin qui est vraiment là, une espèce de découverte d'il y a 2-3 ans, puis là, il est dans son Pierre Letin era, il est dans, c'est ça, 3-4 films par année. Ouais. Ben, le cinéma français est plus... productif que le cinéma québécois là, quand on compare. Là. Fait que oui, ça fait 3-4 fois plus de films, fait que les acteurs établis. Mais même, je voyais, c'est la couverture de Vogue France ou quelque chose de même de le fameux scandale. Polémique plutôt. Est-ce que c'est toujours les mêmes faces, tu sais? Avec Virginie Efira, puis Pierre Ninet, puis il y a comme une espèce de Gilles Lelouch, Jean Dujardin, une espèce de top 8, là, que c'est eux dans tous les films tout le temps, puis tu vois, mettons, Pierre a l'air de rentrer là-dedans, mais il n'est pas encore lead dans des films, il est secondaire dans plein de films.
Fait que partout, c'est pareil, hein, une espèce de Ben clique. ouais, Puis, je pense que oui. Tu fais ton film, tu dis, ça nous prend un gros nom, puis il est talentueux, fait qu'on va aller chercher lui. Fait que là, tu vas chercher toujours les mêmes faces. Puis, bref. Et je vous invite aussi à aller voir beau témoignage de Jim Carrey qui recevait le César honorifique. Et là, c'est drôle parce que depuis quelques années, on cible toujours des stars américaines. Fait que ça, je trouve ça quand même un peu de la plaventrisme. Mais je sais pas un trop, Canadien, là. Jim, non? Oui, mais tu sais... Mais oui, on le considère plus comme un acteur américain. Ouais, c'est ça, là, tu sais, il provient quand même des grands studios américains, alors au lieu de juste récompenser quelqu'un du cinéma français, c'est comme si on a besoin d'aller se valider, là, mais c'est probablement juste pour avoir des codes d'écoute, là, puis créer un peu le buzz en France. Ben ouais, c'est ça. Mais il a fait son speech en français. Ah ouais? Ouais, donc il se débrouille quand même bien. Je pense qu'il a dû apprendre un peu phonétiquement ses lignes, là, mais quand même, parce que il a des origines françaises, parce que ses arrière-grands-parents, comme il a dit, s'appelaient Carré, d'où vient Carey, et ils ont migré à Montréal pendant longtemps, avant que lui... je pense dans l'Ouest, ou Toronto, je me rappelle plus trop. Quoi. Colombie-Britannique en tête. Peut-être, c'est ça. Fait que voilà, mais il faut aller voir son petit speech sur YouTube, très, très sympathique quand même. Et j'ai oublié, je savais plus. Y a-t-il une autre... comment a été... Non, attends, excuse-moi. Je m'en vais tout croche. Je suis très surpris de la victoire de Franck Dubosc et de... j'ai oublié, mais sa co-scénariste pour l'écriture d'un ours dans le Jura, qui était sympathique, mais qui a gagné le prix. C'est un peu étonnant, et surtout comme ses meilleurs scénarios originaux et qui vient battre un simple accident dans cette catégorie-là. Tout juste après, je pense, le speech sur, justement, là, libérer la Palestine et tout, de l'actrice qui était dans... la petite fille? Ouais, la petite dernière, je pense. Oui, la petite dernière, c'est ça. Oui. C'est elle qui a fait ça. Tout de suite après, meilleur scénario, puis c'est comme, la comédie criminelle de Franck Dubosc. Puis c'était genre... Ouais, en tout cas, les témoignages n'étaient pas en adéquation avec la réception des prix, disons. Et pourtant, le film a un gros succès, plus que je pensais quand même en France. Je suis allé voir. Il a fait 1 million d'entrées. Oui, facilement. Là, donc, fait que voilà, oui. Ça m'a bien fait rire étant un fan dans le placard de Franck Dubosc. C'est ça, là, mais pas nécessairement de ces genres-là. Mais j'imagine que tu le trouves attachant tout le temps, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. Fait que là, lui, il est allé jouer ailleurs. C'est intéressant, avec Laure Calamy et tout. Un peu à la sauce Cohen. Oui, tout à fait. Bref. Et concluons ça avec une nouvelle tombée hier aussi. On parlait de Warner Brothers. La saga derrière son rachat est maintenant terminée. C'est officiel. C'est officiel, oui. Donc, on pensait que Netflix raflait la mise jusqu'à la dernière minute. Il y avait une entente de principe conclue pendant les fêtes. Et Paramount est revenu agressivement cette semaine, hausser son offre à 111 milliards, qui comprend maintenant toute la division quand même de Warner Brothers, alors que Netflix rachetait que le studio de films et HBO, ne comprenait pas tous les chaînes câblées. Finalement, donc Netflix s'est tout simplement retiré. Donc, il y avait quand même 4 jours pour tenter de bonifier, mais ils ont décliné finalement rapidement. Alors, Paramount va logiquement mettre la main dessus. Je pense que ça va passer la réglementation antitrust, parce qu'on sait que David Ellison, qui est derrière Paramount Skydance, et son père Larry Ellison sont des très proches de Trump. Ben là, il n'y a pas de Trump qui a fait des sorties publiques pour dire pourquoi vous voulez pas vendre. Tu sais, c'est tellement... En tout cas, on ne pas devenir un podcast politique, mais il y a toujours un peu de politique dans le cinéma comme ça. Et puis c'est comme... Pourquoi le président se mêle de ça à ce point-là? Ou tu sais... Peut-être, je comprends, il se met, mais tu sais, faire des sorties, il y a tellement de problèmes, puis il est comme genre, pourquoi mes amis peuvent pas acheter une compagnie? C'est le syndrome de Trump qui va être le roi, qui veut décider de tout. C'est carrément ça. Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'est qu'hier, Ted Soros, qui est le président, co-PDG de Netflix, était à Washington, je pense, pour en train d'évaluer l'appui justement au niveau de l'antitrust si jamais il décidait de mettre la main sur Warner. Et je pense que les signaux étaient très négatifs. Je pense que ça n'aurait pas passé. Fait que beaucoup de langues disent que c'est probablement pour ça qu'il n'a pas renchéri finalement. Là. Je pense qu'au niveau légal, c'était un peu trop compliqué. Tu faire humilier sa place publique après à dire ton offre est accepté, mais là c'est refusé. Mais écoute, les actionnaires ont bien réagi à cette nouvelle-là parce que les actions de Netflix
qui sont bondis de 10%. OK. Alors, je pense que les gens étaient peut-être un peu nerveux qu'ils se lancent dans un aussi gros achat comme ça. Est-ce que les actions de Warner ont monté? Ou... Ça, j'ai pas vu, mais ça va sûrement être le cas, effectivement, là, quand tu mets de l'argent comme ça dans les coffres. Bon, j'irai mettre 100 000 c'est le temps d'investir. Allons-y, bande-annonce québécoise cette semaine d'un film, je pense qu'on attend pour l'automne. Mm-hmm. Je pense que ça va être intéressant. Hanté. Ouais. Oui, comédie d'aventure familiale en prise de vue réelle. C'est une histoire... Voyons, j'ai vraiment un gros blanc de... India Desjardins. India Desjardins, merci. J'avais son visage en tête. J'étais comme, c'est quoi donc son prénom? India Desjardins qui avait offert sa première offrande cinématographique avec 23 décembre et qui, dans le fond... Elle avait-tu co-scénarisé, je pense, les... le Riz de la Flamme, peut-être, c'est vrai. Ouais, on parle d'un scénario original. Ouais, c'est ça. Voilà, fait qu'avec Hanté, c'est une lettre d'amour à les Casper et films des années 80-90. Puis tout Juice, là, tout ça. C'est ça, un peu fantaisiste. Là, exactement, ça va être dans l'horreur, plus dans la fantaisie, comme tu mentionnes. Fait que c'est réaliste comme approche. Une famille qui trouve une belle affaire d'aller acheter la fameuse maison abandonnée que personne ne veut prendre. Ça, mais c'est là, toujours des bons signes. C'est ça, qu'ils apprennent qu'en fait, elle serait hantée, mais là, ça virera pas en... C'est pas la conjuration. Oui, c'est ça, exactement, en conjuration puis en film de possession, mais il va y avoir un fantôme, puis la jeune fille va essayer d'amitié avec, puis vivre des aventures extraordinaires. C'est Virginie Fortin qui incarne ce fantôme-là. Oui, les parents François Letourneau et Evelyne Brochu, voilà. Très bon casting. Raphaël Ouellet, je ne sais pas si on l'avait dit, qui réalise le film. Moi, ça a l'air très sympathique, je pense. Oui, absolument. Très, très hâte de voir ça. 9 octobre, je pense, fait que ça sort pour l'Halloween, ce temps des fêtes-là. C'est pas un conte pour tous, mais ça prend un peu la case qu'un conte pour tous pourrait faire. Voilà, c'est une accroche là, de 1 minute, je pense. Là, c'est pas grave, mais... Après, est-ce que ça vaut vraiment une bande-annonce de plus? Je sais que dans le marketing, ils vont le faire, mais je suis un gros fan des petites bandes-annonces bien envoyées de genre, c'est cool, là, je vais aller le voir, là, j'ai pas besoin d'avoir l'histoire au complet dans une BA, là, une bande-annonce. Alors, restons dans le domaine de la hantise, d'une autre façon. Pour les sorties de la semaine, évidemment, le gros film, c'est Scream 7 de Kevin Williamson. Et en français, Frisson 7 de Kevin Williamson. Oui. Avec Neve Campbell. She's back, baby. On en a parlé maintes et maintes fois, mais rapidement, elle avait été écartée au 6e. Il ne s'était pas entendu salarialement. Je crois qu'elle voulait plus parce qu'elle disait que la franchise reposait sur elle puis qu'elle a... et avec raison. Oui. Puis eux étaient comme, oui, mais là, pour le rôle qu'on a dans le film, c'est trop. Fait que là, ils ont fait, dans le fond, on va te writer off. Fait que là, il était pas là. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il rebâtissait ça sur Melissa Barrera, pardon. Et Jenna Ortega. Puis là, ils ont pas aimé ce que Melissa a fait, ce qu'elle a dit par rapport à Palestine, puis tout. Fait qu'ils l'ont écarté. Fait que là, Jenna a pris la porte pour dire, moi, d'abord, je vais aller faire d'autres affaires. Puis là, les deux réals, Radio Silence, on se dit, là, il se passe rien, on va aller faire d'autres affaires. En fait, eux autres avaient déjà servaient que producteurs. C'était, je l'ai noté, c'était Christopher Landon qui devait réaliser, qui avait fait les deux Happy Death Day. C'est ça. Et effectivement, lui, il s'est dit, là, c'est plus le film pour lequel moi, je m'étais engagé. Il a dû aller faire son film de... Abigail, ouais. Non, mais de Date... Non, celui qu'on... London, c'est... Drop. Oui, exactement, c'est lui, ça, qui a fait ça. Oui, c'est vrai. Les autres, c'est ça qu'il a dû faire à la place. Abigail, c'était les... c'était justement les Radio Silence. C'est ça, Radio Silence. Qui, eux, là, ils vont faire le prochain Ready or Not 2. C'est leur autre franchise. Fait que c'est plus comédie horreur et tout. Fait que bref, OK, c'était plus eux qui faisaient ça. C'était quelqu'un d'autre. Il est parti. Puis là, on dit, hey, Kevin Williamson, le scénariste original de la première époque et aussi de Dawson's Creek et de plein d'affaires. I Know What You Did Last Summer, puis il me semble une autre franchise d'horreur des années 90 aussi. C'est plus non, c'est assez Scream pis ça. Fait que oui, le premier film c'était Wes Craven, mais c'est pas lui qui l'avait écrit ou peut-être juste réalisé. Ouais, juste réalisé. Ouais. Voilà. Fait qu'on ramenait Neve parce que là on s'est dit là on retourne à elle, fait qu'elle est redevenue lead. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On va retrouver Courtney Cox et des nouvelles faces, Isabelle May, qui joue la fille de Sidney Prescott. Sidney Prescott a maintenant reconstruit sa vie. Elle vit dans la petite ville de Pine Grove, donc elle a quitté Woodsboro.
Et elle vit avec son mari, qui est l'officier de police, je pense même le sergent. Elle est gérante d'un café. Elle a l'air de faire vraiment beaucoup d'argent avec son café, alors tant mieux. Et donc, elle tente de naviguer dans une relation houleuse avec sa fille aînée, Tatum, hein, qu'elle a renommée comme son amie décédée dans Porte de garage dans le premier film. Qui a maintenant 17 ans, qui est à peu près l'âge où elle a vécu tous ces événements traumatiques-là. Ou disons, elle a commencé à vivre ces événements-là. Puis là, il se met à avoir des nouvelles attaques et ça serait peut-être... what's his name? Ghostface? Non, Ghostface, mais le tueur... Stu Macher. Stu, c'est ça. Lui qu'on n'avait pas utilisé encore parce que toutes les autres filles, Barrera puis Ortega, puis tout, c'était lié à Billy. Ouais. Fait que là, on est sur l'autre tueur de « Hey, il paraît qu'il serait peut-être pas mort. » Ben oui, c'est sûr qu'il est mort. Puis là, elle reçoit des vidéos. Mais là, est-ce que c'est du AI? Est-ce que c'est lui pour vrai? Fait que là, il se met à voir du monde et ça fait des menaces à travers sa fille et son cercle d'amis. Alors là, Sidney veut enquêter avec son ami Courtney Cox, donc Gale, qui revient plus déterminé que jamais à avoir une entrevue avec Sidney. Fait que bref, on recommence encore un peu toute cette affaire-là, puisque même si elle a changé de village, ça reste une petite ville-village où là, les gens à la Dawson rentrent direct en haut, dans la chambre des jeunes filles pour essayer de mettre leurs mains dans leurs culottes. C'est comme un thème récurrent chez Kevin Williamson. Exactement. Et moi, je suis un enfant de Dawson, encore plus que de Scream, je dirais. Alors... comme le décès, je sais pas si on l'avait souligné, de James Van Der Beek, tout ça est très nostalgique en même temps. Donc, moi, j'ai trouvé l'idée d'intégrer l'intelligence artificielle et deepfake et tout ça qui est très d'actualité est quand même intéressant parce que c'est la première fois. Il vient d'en avoir sur Brady Ketchuk au hockey, sur tout. On est rendu dans toutes les sphères. Là. C'est plus juste Trump, même des joueurs de hockey, on veut les salir. Exact. Fait qu'il y a ce côté-là quand même intéressant. L'histoire, mais somme toute quand même... On sent un peu l'essoufflement, là, on va être honnête. Autant que le 5 et 6, je trouvais qu'on repartait ailleurs. Surtout le dernier, qui n'était pas le meilleur, mais le fait qu'on soit à New York, dans un autre environnement complètement différent, ça faisait du bien, alors que là, j'ai l'impression qu'on... On t'est rendu majoritairement avec les jeunes. Ouais. Là, on retourne en arrière. Je comprends que c'est une lettre d'amour à l'original, puis il y a un côté plus nostalgique, un peu à la manière des remakes d'Halloween, mais... Je pense que dans les mains de Kevin Williamson, c'était peut-être pas la meilleure chose parce que c'est pas un excellent réalisateur. On s'entend que... Mais c'est pas son premier film qu'il réalise. Non, mais ses autres films ont jamais fonctionné. Non, il avait réalisé, je pense que c'était juste un film avec... qui était dans... Non. Katie Holmes? Oui, Katie Holmes, dans ces années-là de Dawson Creek, là, qui était... Killing Mrs. Tingle, une affaire de truc de prof, c'est ça, qui avait pas eu le succès escompté. Puis je pense qu'il y avait un autre truc, puis... Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de la mise en scène, je pense que notre duo de... j'oublie toujours leur nom. Les Radio Silence. Était beaucoup plus efficace. Ouais. Quand même beaucoup de gore aussi depuis la reprise avec eux. En fait, depuis le 5e, on est plus là-dedans, ce qui étonne toujours un peu parce que les premiers, pas tant. Non. C'est le fun de revoir Sidney Prescott. J'ai aimé un peu l'approche qu'on a à son personnage. Mais honnêtement, je pense que c'est le temps, là, si on en fait un 8e, ce qui va être chose faite parce qu'on prévoit déjà que le 7e va ouvrir plus gros que les autres, là, avoir le plus gros week-end. C'est peut-être, je pense pas qu'ils vont le faire, mais ça serait le fun d'aller là juste ailleurs. Puis ça fait qu'il y a trop de personnages, honnêtement. Je suis d'accord avec toi, mais je crois qu'ils ont juste rebondi. Ils allaient vers une bonne place. Ouais. Puis là, le départ des deux leads, ils ont perdu. Ils n'ont pas voulu les recaster. Ça aurait pu être ça, à la limite. Ouais, tout à fait. Fait que là, ils n'ont pas voulu faire ça. Fait que, ils ont dit, on retourne sur Sidney. Fait que c'est comme un deuxième reboot là, de la franchise. Là, parce que là, les deux jumeaux, ils reviennent. Mais ils sont pas nécessaires. Même Gale Weathers, à la limite, non, c'est pas ça. C'est vraiment là... On aurait pu couper là. On écrit le scénario, puis là, il y a des mémos, là, sur des post-it de genre, oubliez pas, il faut ramener ces deux-là, il faut qu'on les garde. Fait que là, t'es comme, ils vont être là. Mais... Plus la nouvelle gang de personnages. Ça rappelle un peu le deuxième Ghostbuster, en parlant de McKenna Grace. Oui, effectivement, oui. D'être comme, hey, là, on les met toutes, puis il faut que ça interagisse. Heureusement, grâce à l'effet d'un film d'horreur, il y en a quelques-uns qui traverseront pas le film. Et c'est peut-être aussi un peu côté faible du scénario, c'est que les nouveaux personnages sont pas attachants, honnêtement. Là. Moi, ils m'ont laissé complètement froid. Mais bref, Scream étant Scream, c'est un phénomène, une franchise aimée. Fait que je pense que les gens, les fans vont quand même trouver leur compte. Tu sais, de ton âge et ton affection, tu as souvent parlé des Vendredi 13, des Halloween, de tous ces films-là qui sont pour la plupart morts maintenant.
vont sûrement revivre éventuellement, mais on a essayé des reboots, tout, puis ça n'a pas marché, ou les Vendredi 13, et, les Griffes de la nuit, puis tout. Mais là, on les regarde avec un regard plus tard, là, on regarde dans le passé. Mais là, on est dans cette franchise-là qui est rendue au 7e, etc. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que Scream 7 s'adresse pas vraiment à nous qui avons 40-50 ans puis qui avons connu les premiers. Je pense qu'il s'adresse encore à du monde de 14 à 18 ans, comme le premier. Fait que nous, on vieillit puis on a un regard de genre, ben voyons, ils refont la même affaire. Mais eux, c'est parce on veut juste un nouveau bassin de teenagers qui vont aller voir ça. C'est pour ça qu'Isabelle May, moi, j'étais comme, c'est qui elle? Mais tu sais, elle était dans des séries télé de rom-com machin sur Netflix, elle était dans les séries western 1883 puis 1923 puis tout. Mais ça, ils ont toujours fait ça avec les actrices parce que Neve Campbell aussi était dans Party of Five avec Jennifer Love Hewitt qui a fait I Know What You Did Last Summer, mais puis même chose, c'était Hayden Panettiere qui était dans le 4, je pense. Ouais, qu'elle était dans Dio aussi ou l'autre affaire. Un truc de musique, mais c'est peut-être venu après. Je plus manique du temps, mais bref. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, même ces franchises-là d'époque, les Vendredi 13, les Nightmare, ça commençait toujours fort, mais à un moment donné, ça s'essouffle quand on est rendu au 5, 6, 7e, 8e. Toutes ces franchises-là ont souffert de moins bons films. Puis là, on va être honnête, c'est un peu le cas. Là. Scream 7 n'est pas le meilleur de la franchise. C'est ça. Mais là, on se répète, c'est pas là qu'ils allaient, c'est leur plan B, ce qui devient donc un plan C. Je serais très curieux de lire le scénario qui était prévu originalement, juste pour voir où ils allaient. Je sais pas s'il va couler à un moment donné sur Internet. Ça serait intéressant de voir. Donc voilà pour Scream 7. Du gros cash, ça va jouer à l'affiche quelques semaines et tout. Et parlant de gros cash, les rumeurs disent que Neve Campbell a touché 7 millions pour son rôle dans ce film-là. Mais tu vois, je trouve ça raisonnable. Pour la franchise, pour l'argent, est-ce qu'on s'attend à ce que ça rapporte et tout? Surtout que les profits que ça fait, parce que c'est pas des films qui sont hyper coûteux. Là, mais non, c'est en studio, puis tout, ça doit coûter pour nous, on se comprend, on le dit tout le temps, là, si tu avais ce budget-là au Québec, tu ferais 4 films, là, mais c'est comme, ça doit coûter quoi, 30 millions peut-être? Lui, un petit peu plus là, à cause des reports, puis ils ont dû réécrire un scénario, fait qu'il était autour de 40 millions, mais les autres étaient à peu près 30 millions. C'est ça. Puis 40 qui inclut son 7 millions, normalement. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. C'est ça. Hey, on pense à, parce que, regarde, on vient de la voir, là, aux Olympiques, les hommes, les femmes, le temps d'exposition, une game qui est le jeudi, l'autre qui est le dimanche, qui est prime, les commentaires des gosses, les filles, blablabla, on parlera pas de sport, là. On se fera un autre podcast pour ça. Pas le temps de faire ça. Mais t'as un peu ça, tu sais, le shit show de Expendables 3 il y a quelques années, là, qui avait coûté 100 millions pour un film qui avait l'air tourné en 2 semaines sur du green screen. Puis dans le fond, Stallone avait 20 millions, Statham avait 20 millions, même 50 Cent avait 10 millions pour être poche pendant 11 minutes à l'écran, puis tout. Puis c'était comme, voyons, c'est impossible, ça coûte ça. C'est juste tous des salaires garantis, là. Il y a trop d'argent chez Lionsgate, tu sais, qui ont dû regretter parce qu'ils ont eu une année rough. Là, cette année, ça va bien, mais 25 avait été dur. Puis... fait que finalement, puis là, on arrive avec, c'est ça, Neve Campbell, je pense que je vaux 5-6 millions. Puis c'est comme, non. C'est comme, on crie, donnez-y, là. Calculez tous les profits que je vous ai fait depuis 30 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est 95, fait que là, 30-31 ans au film. 96, OK, 30 ans pile, Oui, c'est ça, c'est vraiment le 30e anniversaire. 30e, mais ça sortait, t'as dit, le premier était sorti à Noël. Oui, c'est ça, c'était décembre. Fait que là, on est au début de l'année alors qu'il était à la fin, là, mais regarde, ça, c'est des détails, des fleurs du tapis. Bon, où est-ce qu'on va, là? Oui, on va aller justement parler d'un film pseudo familial, mais je pense que ça pourrait vraiment intéresser quand même 10 ans et plus peut-être. C'est Le Gâteau du Président, un film irakien de Hassan Hadi. C'est-tu parce qu'il joue dans le FIFEM à Montréal? Oui, entre autres. C'est une proposition audacieuse. Oui. Mais oui, enfin un petit peu plus vieux, parce qu'on va suivre Lamia, une jeune fille de 9 ans. On est en Irak dans les années 90, les belles années de Saddam Hussein et de son régime. Alors, c'est pas un film qui va nous le faire ennuyer tant que ça, si on veut. Nous présenter sur un meilleur jour. Oui, c'est ça. Une comédie d'enfants et d'adultes. Non. Alors, Lamia vit dans les marais, là, vraiment en banlieue, en campagne paumée, avec sa grand-mère. On imagine que c'est sa grand-mère. Oui, c'est ça, mais on imagine que ses parents sont décédés, on n'entend pas parler vraiment. Et là, malheureusement, elle va gagner le tirage au sort dans sa classe et elle est choisie pour devoir confectionner un gâteau d'anniversaire pour le président Saddam Hussein. À chaque année, toutes les classes, toutes les affaires doivent faire un gâteau, une offrande. On célèbre tous l'anniversaire. C'est un régime dictatorial. Bien sûr.
Sauf que c'est une tâche pratiquement impossible. Eux autres, ils mangent genre de la farine puis de l'eau à tous les jours, puis à peine, puis du riz. L'extrême pauvreté. Fait que là, pendant une journée, accompagnés de sa grand-mère, ils vont aller en ville et avec son ami Saïd, qui a un copain de classe qu'elle va croiser là-bas. Et elle traîne aussi son coq Indy avec elle. Elle va traverser la ville, affronter la pauvreté, la bureaucratie, les dangers. Sans jamais perdre espoir de trouver des ingrédients qui, pour nous, sont assez simples. Farine, sucre, œuf. C'est tout. Ils le font même avec... c'est parce que le lait, ça, je pense qu'ils en ont accès, mais ils le font même avec de l'eau, puis c'est tout. Là. Ouais. Fait que tout ça pour faire un gâteau. Et ils n'ont pas de scène. Fait que là, ils vont là, ils essaient de vendre un peu d'affaires, beaucoup du troc, mais t'as rien à échanger. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est ça. C'est vraiment cool parce que ça devient... l'aventure d'une jeune fille pour quête, le temps d'une journée, une quête. C'est en prise de vue réelle, là, évidemment. Et c'est comme sans jugement à travers ses yeux. On va voir tous les défauts, la difficulté. Puis c'est pas comme le peuple, les méchants. Là. Il y en a un qui est tordu, là, mais c'est que tout le monde est épuisé, tout le monde est à bout, tout le monde est dans la dèche, là, comme on dit, puis c'est ça. Tout le monde est opprimé par ce régime-là. Mais on vit là-dedans, puis on se contrevient pas, parce que si tu contreviens, tu te fais fouetter à mort. Fait que on y va, puis tu travailles ton pain, ton beurre, puis tu sais, les meilleurs jobs, c'est être dans l'armée, puis suivre les ordres. Puis être fonctionnaire, puis là, t'es... Mais oui, c'est un monde... fascinant. J'aime toujours ça quand on lève le voile sur ces régimes-là. Quand même, depuis quelques années, c'est l'Iran. On a eu beaucoup de films en provenance d'Iran. Irak, je pense que c'est la première fois que j'en vois un. Inspiré de la jeunesse d'Hassan Hadi, donc qui a grandi dans ces années-là. Fait que prémisse vraiment rocambolesque, mais on y croit. C'était ça. C'est juste complètement fou de mettre cette pression-là qu'on mettait sur ces peuples-là. Bien dit, raconté justement à travers les yeux d'enfants. La jeune comédienne Banin Hamad Nayef, elle est vraiment sensationnelle, une non-professionnelle, comme la plupart des comédiens dans ce film-là. Elle n'avait jamais joué pour la caméra. Elle est incroyable à regarder. Premier film aussi pour Hadi, qui a remporté quand même la Caméra d'or à Cannes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. Le prix du public aussi. Donc, moi, gros coup de cœur. Je pense que si vous voulez sortir de notre ordinaire, de notre quotidien, puis dire il y en a qui sont quand même plus pognés que nous. Oui, c'est ça. On n'est pas si pire que ça, finalement. Là. Ça fait la job, mais je trouve que c'est un beau film d'ouverture. Quand je parlais des jeunes, justement, des exposés à d'autres cultures, à d'autres réalités, je pense que c'est fascinant à voir. Puis c'est quand même très léger, ça s'écoute, même si c'est des petits rebondissements. Oui, une forme d'attention à certains moments, mais c'est pas Marty Supreme en tension. Non, c'est ça. Là. Fait que, je pense que ça peut amener des belles discussions, honnêtement. Absolument. Et qu'est-ce que je voulais mentionner? Aussi, ceux qu'on a parlé de Sirat la semaine passée, qu'on a beaucoup aimé, ou tu sais, le Park Chan-wook, aucun autre choix et tout, c'est plus accessible que ça. Là, ça reste un cinéma international en sous-titré en français, etc. Mais comme dit, le fait qu'il est dans le FIFEM, même en tant qu'adulte, il est moins confrontant. Il n'est pas fleur bleue non plus. On les voit, les dérives, puis les problèmes, puis une certaine méfiance et tout. Mais c'est vraiment, vraiment génial comme film. Il représentait, c'est une coprode internationale, mais il représentait l'Irak quand même à l'Oscar, le meilleur film international. Sur la shortlist. C'est exact, mais pas dans le Final Five, malheureusement. Mais ça montre à quel point que cette année, la compétition était relevée, parce que normalement, ça aurait dû être dans cette catégorie-là. Absolument. Là, ça vaut tous les mérites. D'ailleurs, c'est qui au BAFTA qui a gagné le meilleur film international? Tu l'as peut-être dit tantôt, mais non, je l'ai valeur pas sentimentale? Dit. Oui, je pense. Oui, c'est ça. Fait que c'est encore plus... Parce qu'il y a quelques semaines, quand c'était les Golden Globes, c'est l'agent secret, on disait, je pense que le hype est là-dessus. Mais je pense que ça va être valeur sentimentale, puis ça, mais bref, parce que lui, il n'est pas dans la compétition, mais c'est ça. C'est rude cette année. Là. Il y a des années que, oui, il y a 5 nominations, puis il y en a... Il y en a deux qu'on le sait que ça ne sera pas ça. Ça se joue entre 2, puis à moins que le 3e surprenne, mais cette année, j'oublie ce quoi les autres, mais bref, tout est possible. Là. Les Oscars reviennent un peu dans nos discours tout le temps. Là. C'est quand même le gros événement. On a beau haïr les Américains pour certaines affaires. C'est
une grosse partie de notre cinéma, quand même, de notre culture et tout. Là. Puis, en plus, la plupart de ces artistes-là sont contre le régime Trump et tout ce qui est imposé, là, sauf quelques... son réseau d'élite là, qui voulait le New Hollywood là, avec John Voight puis Mel Gibson. Là, les Stallone. Mais ils sont pas dans des nominations cette année. Non, on les entend pas trop ces temps-ci. Tu parlais des marais. Si vous allez voir le film, justement, portez attention sur cette séquence-là, parce que c'est les marais de Mésopotamie, qu'on dit que c'est le berceau de la civilisation. Oh, OK. Donc, qui date depuis 4000 ans. Ces gens vivent là comme ça, dans ces genres de maisons-là, avec les canaux, les pirogues et tout ça. Donc, ça n'a jamais été touché par la civilisation moderne. Fait qu'il y a eu l'autorisation de tourner là. Et ces marais-là, en fait, ont réduit... aujourd'hui, représentent 10% de ce que c'était dans les années 80, parce que Saddam Hussein a poussé beaucoup à les exproprier, à les chasser pour évidemment toucher... Utiliser les ressources. Oui, les ressources naturelles et tout ça. Je pense qu'il y a du pétrole là, des trucs de même. Fait que voilà. Fait que fascinant à voir comme endroit dans le film. Eh bien, on parlait du cinéma américain. Parlons donc du cinéma canado-américain, pas si sûr où on se trouve. Un nouveau film de Maxime Giroux, In Cold Light. Oui, À froid au Québec, disponible en version française, version originale anglaise ou version avec sous-titres français, dépendamment où vous allez. C'est une production canadienne et même québécoise, parce que ça a été coproduit par une boîte québécoise et dont Maxime est attaché avec son équipe Keb là-dedans. Mais il y a aussi un petit peu d'argent américain, ce qui a amené des vedettes américaines. Maika Monroe, je dirais qu'on a connu à peu près 10-12 ans dans le film d'horreur It Follows et qui a eu un gros... Elle a joué dans plein d'autres affaires, mais elle a eu un gros boom il y a 2 ans avec Long Legs et on va la retrouver même dans 2-3 semaines, le nouveau gros Colin Hoover de drame romantique Souvenir de lui, Reminders of Him, oui. Troy Kutcher, un gagnant de l'Oscar du controversé Coda, là, qui est la reprise de Famille Bélier, qui est un acteur sourd et muet. Aussi un petit rôle de Helen Hunt, aussi oscarisé. Alors, gros cast pour Maxime Giroux. C'est un drame criminel. Ava, qui est à peine libérée de prison, était allée là pour trafic de drogue. Et bien, en fait, elle n'a pas changé. Elle veut reconstruire son trafic de drogue, reprendre là où elle l'avait laissé, chose qu'elle travaille avec son frère à l'insu de leur père. Donc, c'est une business familiale, mais des enfants. Le père, il pense que tout le monde est fin puis qu'il y a juste elle qui est la poffine qui a fait ça. Mais elle va être témoin dans cette gamique-là d'un meurtre très brutal et violent qui va la contraindre à fuir et devoir un peu régler les nœuds familiaux et protéger certains membres de sa famille. Fait que ça fait un thriller très essoufflant qui se passe sur quelques jours, hormis la période prison, mais sur 2-3 jours, il faut que tout se règle parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, Maxime traîne, entre autres, Sarah Michara, son incroyable directrice photo qui a fait plusieurs films et qui a déjà plein de prix Iris à son actif et tout. Tu aussi maquillage, coiffure, costume. Il traîne une bonne partie de son équipe avec lui pour aller tourner dans l'Ouest canadien. On a discuté avec Maxime Giroux. L'épisode est en ligne, je l'ai mis en ligne hier. Super épisode, il est tellement... gentil puis loquace là. Il parle beaucoup, il nous raconte des anecdotes. Lui, il s'est retrouvé aussi c'est pas lui qui a écrit ce film-là, fait qu'à un moment donné, il a été approché par ça, boîte canadienne, ça m'intéresse, je lis le scénario, parfait, j'embarque. Puis là, le processus d'audition d'acteurs-actrices américains, c'est vraiment très différent compliqué. On se doute bien qu'il n'y a pas d'audition parce que c'est plus le film qui demande à un acteur-actrice de jouer dedans que l'inverse, là. T'es pas en position de faire des auditions, mettons, pour des rôles principaux. Mais c'est comme la manière que ça marche, les agences, le ranking, le placement. Tu peux pas prendre qui tu veux pour ton film parce que tu n'as pas les budgets pour, mais si tu vas chercher telle personne, ça va te donner plus des budgets. Fait que c'est un mélange de les comédiens déterminent les budgets, mais les budgets déterminent les comédiens. Là. Et on comprend que c'est un long processus avant qu'un scénario se rende un comédien aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des clôtures fermées pas mal. Ouais. Puis il nous raconte même des anecdotes où il était invité à pitcher sur un autre film complètement d'horreur, je sais pas quoi, comment... Pour Mattel, la compagnie du jeu. Mais ça, c'est parce que ce film-là, In Cold Light, c'est pas Hollywood, c'est du cinéma américain, c'est deux choses différentes. Mais Maxime raconte des anecdotes sur des pitchs pour des cinémas hollywoodiens qu'il a eu à faire en tant que cinéaste freelancer, qu'à un moment donné, ton nom sort parce que c'est son 6e film, puis il en a fait beaucoup. Fait que c'est comme, hey, viens nous faire un pitch pour un film d'horreur. Puis tu sais,
la commercialisation du cinéma, là, c'était un film dérivé d'un jeu de... D'un jouet. Ouais, c'est ça, d'un jouet, mais je laisse aguicher, mais je veux que vous alliez écouter l'épisode. Mais c'est ça, ce côté lucratif de... Nous, comment on fait de l'argent avec nos propriétés intellectuelles? On pense, entre autres, le catastrophique... Battleship, merci, ouais, c'est ça, de toucher, couler, on va en faire un film. Pourquoi ça existe? Ben, ça existe parce que ça fait de l'argent, puis pour faire de l'argent, puis on va chercher des vedettes. C'est pour ça qu'il y a Rihanna dans ce film-là, on va tirer ça, on va tirer. C'est juste des calculs dans un chiffrier qui donne... Faites un scénario pop-up, il faut juste que ça existe. Puis des fois, ça fonctionne. Souvent, ça se plante, par exemple. Puis en plus, dans l'horreur, ben, c'est que ça peut coûter 12 millions, puis un peu Blue Mouse. Là. Le film va coûter 12 millions, on va en faire 60, c'est un succès. Là. On n'a pas besoin d'en faire 1 milliard. Là. Fait que, bref, Maxime nous raconte des anecdotes là-dessus, mais on parle aussi du film, de sa manière de tournage, de la force d'une équipe québécoise, puis la chimie qu'on a, nous, au Québec, de faire des films, de créer un mouvement artistique qui vient briser cette idée-là de... on fait juste des films pour qu'ils fassent de l'argent, pour qu'on fasse de l'argent, là, qui est juste comme une job. Fait que c'est comme leur énergie, ou disons notre énergie des Québécois canadiens qui a gagné puis qui a réussi à amener ces comédiens-là dans ce moule de genre, OK, c'est vraiment le fun. C'est un tournage difficile. Le film se passe la nuit tout le temps. C'est de la violence, des close-ups de face, du maganage de monde, des cascades. Je pense pas qu'ils ont des gros trailers avec du gros craft service. Là. Non. Peut-être qu'ils ont des bunk beds. Ouais, bref, je peux te laisser en jaser un peu. Là. J'ai l'impression que je me suis accaparé tout le micro. C'est un film qui est quand même très sympathique, qui s'écoute bien, honnêtement. Je dirais pas que c'est une œuvre majeure, mais Maxime Giroux s'est réalisé quand même, on se sent. Il a vraiment eu la main heureuse avec le casting de Monroe et Troy Kotsur, qu'on croit vraiment père et fille, ça fonctionne à merveille, c'est intéressant. Ça ajoute il nous l'explique aussi, ça ajoute vraiment une dynamique intéressante, l'acteur sourd-muet, parce que ça vient créer une gestuelle, ça vient créer une relation qui est encore plus unique avec ces gens-là, qui ont, c'est ça, cette situation d'handicap-là d'apprendre à composer avec ça, fait que ça met des tensions aussi des fois, parce qu'ils peuvent communiquer en langage non-verbal, finalement. Oui, d'ailleurs, une bonne scène assez originale. Oui, tout à fait, c'est un film très dynamique, mais un film qui se veut... Tu sais, le drame criminel, il y a eu Crime 101, là, il y a quelques semaines, qui est encore... 2 semaines, il est encore à l'affiche, là, évidemment, puis qui est comme sans tambour ni trompette, est toujours top 3, top 4, là. Ben, il va peut-être chuter en fin de semaine, là, mais du box-office, puis tout, parce que les drames criminels... My two cents, là, mon opinion là-dessus, c'est que ça s'adresse à un public un peu de papa. C'est des films qui ont toujours bien fonctionné quand même en location au club vidéo. T'allais le vendredi avec tes enfants, on va prendre un Disney, puis on va prendre ça, puis quand vous allez te coucher, papa et maman, ou juste va écouter ce film-là, ça dure genre 95 minutes, tu sais, je dis pas ça pour dire que c'est de la boîte, il y a vraiment une facture, c'est très sale, il y a un grain, il y a tout, c'est très réfléchi, ce In Cold Light, mais c'est pas des films qui font un tapage au box-office. Crime 101 a coûté genre 100 millions de dollars, là, fait que ça prend un MGM pour pouvoir supporter qu'il va faire un parcours en salle où, s'il est chanceux, il va finir avec 110 millions. Donc, il récolte la moitié de ça à peu près parce que les salles ont l'autre moitié. Fait que c'est un film qui est comme déficitaire au cinéma. Fait que on parle beaucoup des comédies. Les comédies sortent plus au cinéma, blablabla, mais les drames criminels qui est pas la même chose que les films d'action de coups de pied d'en face puis de savates, là, ça c'est autre chose, mais vraiment de vol de bijoux, puis de gamiques, puis de drogue, puis tout. Ben, c'est le fun, c'est vraiment divertissant, c'est un côté sale de l'Amérique et autres, mais c'est pas non plus des mines d'or, là, ce genre-là, ça vient rapidement coûter cher, il y a plein de lieux, il y a des guns, il y a des fausses affaires, plein de plans, les scènes sont longues, des tournages de nuit, nanana. Puis au final, le public est quand même restreint à aller chercher ça, là. C'est pas des people pleasers, là. Fait que c'est cool de savoir qu'au Canada, on est capable de produire ça, puis au Canada et au Québec, là, c'est juste que le film est en anglais, là, mais... C'est vraiment bien, parce que même au Québec, il y en a eu quelques exemples comme ça. Même Luc Picard, c'est lui qui a peut-être fait sur plus de succès comme Confession. Mais, le crépuscule d'un tueur. Ouais, puis lui aussi de Raymond Saint-Jean était pointu. D'ailleurs, moi, je pense qu'on peut mettre un peu le même genre de catégorie d'angle, en fait, de traitement, parce qu'on est beaucoup plus côté drame que action, justement. Oui, c'est vrai. Fait que ce côté-là familial, relation familiale, en fait, dans une Cold Light, prend beaucoup de place. Fait que ça amène quand même une couleur intéressante. Oui, faut... Tu sais, je sais pas ce que vous avez en tête en ce moment, là, pour finir avec In Cold Light, c'est que
imaginez pas que Micah, à un moment donné, elle pogne un gun, puis là, elle rentre dans l'entrepôt, puis là, pow, 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 elle va tuer tout le monde, puis là, elle prend un otage, puis là, elle monte l'escalier, puis elle va voir le bureau du boss, puis donne-moi le coffre. Ça, là, cette sauce-là que des Jennifer Garner, puis que plein de monde ont fait, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Fait que, comme dit, il y a peut-être 8 coups de feu dans le film, puis c'est plus être en cavale, puis elle se sauve, puis il faut qu'elle se cache, puis il y a ça, puis un bébé, puis plein d'affaires, mais voilà. Fait que, comme tu dis, c'est pas le film qui va passer à l'histoire, mais si ça vous appelle comme genre, je le recommande chaudement parce que c'est fait avec soin et avec passion. Amour, pour les familles, on continue. Il n'y a pas assez d'offres encore. Fait que, on élargit l'éventail avec Les Légendaires, le film de Guillaume Yvernel. Nous n'avons pas vu ce film. Tu l'as pas vu? Non, tu l'as pas vu non plus, c'est ça? C'est des gangs de magie de héros qui ont été transformés en enfants par une malédiction. Alors, ces justiciers vont se reformer pour tenter de vaincre ce sorcier mégalomane. C'est une adaptation très excitante des séries de BD de Patrick Sobral, BD française, qui s'est étalée sur plus de 15 ans, de 2004 à 2020. Je pensais que ça roulait encore, mais c'est terminé. En fait, la série mère, la série principale est terminée, mais il y a genre 4-5 spin-offs. Voilà. Fait que la série mère, c'était 23 tomes en 16 ans. Fait que... Et c'est un phénomène, plus de 10 millions d'albums vendus. Mon garçon est de cet âge-là, fait que c'était un grand lecteur des légendaires. Ça, c'est mon... On est très dans les opinions. Puis comme je dis, c'est pas pour... J'ai pas vu le film, là, ça a l'air super bien. Puis moi, j'ai pas l'âge d'avoir consommé ça. Là. Il y avait déjà 20 ans quand ça a commencé. Là. Mais de ce que je crois comprendre, c'est qu'à cause de ces années-là... même dans les cinémas, le public qui a full consommé les BD a beaucoup genre 25 ans. Puis je pense pas que le public de 25 ans va aller voir ce film d'animation-là qui s'adresse à un peu plus jeune. Ceux qui ont un cœur d'enfant et tout, tant mieux, là, mais des fois, c'est l'âge où tu es juste entre les deux. À partir de 28-30 ans, tu renoues puis tu acceptes. Je vais aller voir un Pixar, ça me tente. Mais il y a quand même un âge que tu es plus dans les bars puis c'est pas vraiment ça qui se passe. Là. Je sais pas, parce que... C'est juste, je me demande s'il va réussir à aller chercher le public jeune, mais là, tu me confirmes qu'il y a des spin-offs puis que c'est parti puis que ça va encore bien. Donc, ça existe. Parce qu'à un moment donné, ça prend plus un gap de genre... C'est comme un gap de 10-15 ans, puis ça, c'est pas assez pour que les fans aient maintenant des enfants qui sont en âge de consommer ça, puis qu'il y ait une passation de l'œuvre, du legs de l'œuvre. Pense... j'ai un drôle d'exemple, mais mettons, ils vont refaire c'est même plus vieux que ça, mais un Gremlin, là, tu vas quand même avoir une incidence de hey, le monde qui ont écouté Gremlin, ils ont 50 ans, puis là, ils vont peut-être y aller avec leurs enfants de 20 ans, mais Gremlin, c'est comme un peu trop long, là, mais je sais pas en tête, mais un exemple de quelque chose qui a 20-30 ans, Astérix, ça dure depuis tellement longtemps, mais lui de l'an prochain, là, c'est comme ça devient multigénérationnel. Fait que c'est juste ma réserve, puis je souhaite avoir tort, puis que le film ait un super succès et tout. Je sais pas à quel point que ça... Parce qu'il vient de sortir en France, là, il y a genre 2 semaines. Là. Mais moi, ce que j'ai remarqué, contrairement à l'époque, quand moi j'allais au cinéma, il y avait vraiment une cassure avec les films d'animation, les films pour enfants, mais c'est moins le cas. Je connais beaucoup de gens dans la jeune vingtaine qui vont voir les Pixar, les Disney, les trucs comme ça, en gang. Et tout. Donc, je pense qu'il y a comme une décomplexation, ils sont décomplexifiés d'aller voir ça. Ils le considèrent juste comme un film à part entière. Mais avec la multitude d'offrandes, est-ce que les gens vont vraiment se déplacer, vont peut-être cibler un autre film, vont peut-être juste attendre malheureusement le streaming là, avec cette tranche d'âge-là, on ne sait jamais. Fait que j'ai hâte de voir, mais il y a un potentiel, ça c'est certain. On verra après ça. Je pense que ce qui va arriver, c'est que pour la relâche, on parle beaucoup du box-office américain et tout, mais box-office québécois pour la relâche, c'est que là, t'as Space Cadet qui est plus limité, t'as Lydia qui est sorti la semaine passée, Marsupilami est encore à l'affiche à plusieurs places, les légendaires s'ajoutent, Zootopia joue encore à beaucoup d'endroits, puis le vendredi prochain sort le nouveau Pixar Sauteur. Et t'as Goat aussi qui fonctionne très bien. Oui, je l'oubliais. Fait que ce que ça va faire, c'est que je pense qu'il n'y aura pas comme un film, comme un train qui va tout ramasser. Veut pas, ils vont tous se partager cette part du gâteau-là. Le gâteau sera pas plus gros que l'an passé. Là, peut-être un peu, ça va peut-être attirer un petit peu plus de monde à cause de cette offre-là, mais je pense pas qu'il y en a un qui va ramasser 70% des entrées. Ça va être assez égalé un peu partout, selon justement, 7 ans, il y aura plus à aller voir ça, mais 11 ans, ça va être plus lui, puis les 13, puis tu sais. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui vient genre 2 fois dans relâche, ça dépend de la météo. C'est vraiment une période
prolifique pour les cinémas et très importante, pratiquement autant que Noël ou que la construction. Fait que voilà. Et dernier film, je juste mentionne, j'ai pas vu encore, Kokuho, le maître du kabuki. On parlait de cinéma international. Eh bien, ça, c'est lui qui représente le Japon à l'Oscar international, qui lui aussi n'est pas finalement en nomination, mais il est dans maquillage et coiffure. C'est le kabuki, là, c'est un art, une forme de théâtre épique japonaise traditionnelle, donc c'est une espèce d'affaire extraordinaire. Là. Souvent, ce qu'on voit dans les mises en scène ou même dans l'appropriation culturelle qu'on s'image du théâtre japonais full maquillé et grandiloquent un peu, c'est le kabuki. Alors là, c'est un orphelin qui va joindre la famille d'un fils. Il va se lier d'amitié avec le fils d'un acteur de kabuki, puis c'est une longue histoire générationnelle sur le temps. Alors eux qui vont devenir ses rivaux et alliés, comment travailler tout ça. Fait que tu me mentionnais, j'avais oublié que c'est le film japonais en prise de vue réelle qui a le plus gros box-office de l'histoire au Japon. Donc, mais de films japonais, il n'a pas battu des films américains qui ont une grosse présence, là, mais c'est ça. C'est un phénomène. Oui, tout à fait, vraiment. Et voilà, fait que ça prend l'affiche très limitée. C'est en sous-titre français ou sous-titre anglais. Cette semaine, je pense qu'il est dans le coin de Montréal. Et là, à partir justement, à cause de la relâche, pas tout le monde qui peut le prendre. Fait que 6, 13 mars, ça va découler. Il va se mettre à jouer un peu ailleurs ou peut-être en ciné-répertoire. Check it out, moi aussi, si j'ai l'occasion, essayer de checker ça, de regarder ce film, mais pour public averti, c'est dans le sens qu'il dure 3 heures, 2h55. Mais on est rendu habitué, il faut juste minder, puis ça va être ça. Mais c'est peut-être pour ça que si vous voyez qu'il joue à des heures weird, là, des fois, c'est comme 6 heures, parce que comme c'est vraiment tôt, c'est parce qu'il est très long, là, il peut pas jouer à 7h30, sinon ça annule 2 shows, ou à 9h45 le soir. Bref, on l'avait mentionné la semaine dernière, c'était notre dernier épisode de sortie, de couverture hebdomadaire chaque semaine des sorties de cinéma. Mais on est en réflexion de tout ça. Je pense pas qu'on va changer d'idée. Ça vient surtout de moi, cette décision-là. Mais j'aimerais ça quand même qu'on arrive à couvrir ça, fait que peut-être version mensuelle. Cela dit, on continue à fond de train à faire des entrevues avec Maxime, avec les équipes. Il y en a d'autres à venir en mars, les équipes de films québécois. On essaie de travailler aussi pour pouvoir discuter avec des films français ou même internationaux. Et on va ajouter à ça des épisodes spéciaux et thématiques. Fait que dans le fond, il n'y aura plus vraiment d'épisodes spéciaux. Ça va juste être des épisodes à thématiques variées. C'est ça, on est supposé en faire un sur le hockey Youngblood très prochainement. Les Oscars s'en viennent et là, on va couvrir d'autres films. On va réfléchir à qu'est-ce qui sort au mois d'avril, qu'est-ce qu'on veut discuter. Fait qu'à ça, dans notre calendrier, si on est capable d'ajouter peut-être une couverture mensuelle pour au moins présenter qu'est-ce qui s'en vient, même si on n'aura pas vu ces films-là, ça va peut-être aiguiller parce que le calendrier ne se décharge pas. Je regarde pour le mois de mars, c'est du 6-7 films qui sortent par semaine. C'est pas tout qui joue dans tous les cinémas. C'est donc pas tout qui va être longtemps à l'affiche. Donc peut-être qu'il y a des petites pépites qu'il vaut mieux prioriser plutôt que les gros films qui, eux, vont s'étirer un peu plus sur le temps. Fait que, gros mois pour le cinéma français, mois de mars. Ouais, c'est ça. Là, il y a juste, je pense qu'il y en a 4 ou 5 en 4 semaines. Là. Il y en a plus qu'un par semaine. Il y a L'inconnu de la Grande Arche, dossier 137, Maigret et le mort amoureux. Le rêve américain va sortir. L'affaire Bodjarski, le faux monnayeur. Puis je dois en oublier un ou deux. Jeune mère qui est belge. Jeune mère, voilà, c'est vrai, ça. Des frères Dardenne. Pas plate, là. Non, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut inviter les gens, si vous voulez un peu nous suivre, savoir quand est-ce que ces épisodes-là vont apparaître, aller sur la page Facebook de Mon Ciné, parce qu'évidemment, on met toujours en ligne et on va c'est ça. Puis publiciser le dépôt d'un nouvel épisode. Et abonnez-vous là où vous écoutez le balado, YouTube, Spotify, quoi que ce soit. Et avec la page Facebook aussi, l'avantage, c'est que vous pouvez aussi lire les entretiens, parce que ça, je vais continuer à les faire. Et donc, t'en as beaucoup qui sortent en mars. Au mois de mars, là, ça va être assez intense. Donc, si vous voulez rien rater, ça vous intéresse d'en apprendre plus sur les coulisses justement de ces films-là, c'est des bons entretiens. Là, quand même, avec Dossier 137, j'ai eu le loisir, le bonheur même d'avoir interviewé une actrice qui a gagné un César, le Drucker. Fait que c'est quand même très cool. Oui, puis ça, pour le rappeler, c'était ton passage en France à Unifrance. Fait que on les fait pas en balado parce que tu vas là, c'est des entretiens papier et tout. Là, le contexte le permet pas. Fait que c'est pour ça que c'est tout papier, ces discussions-là. Ça n'en fait pas de moins des entrevues très intéressantes parce que tout le monde sait que
T'es une bête. Oh, merci. Un serpent qui pose les bonnes questions, là. Voilà. Alors, comme mentionné, vous pouvez continuer à nous écrire balado@commercialmonciné.ca et suivez donc Magazine Mon Ciné sur Facebook, Instagram et abonnez-vous là où vous écoutez le balado. D'ailleurs, le nouveau magazine est arrivé. Oui, tout vrai, tout chaud. Oui. J'ai à peine consulté. Louis Morissette, en couverture, on est d'avance pour discuter de Françoise, qui prendra l'affiche au mois de juillet, fait un entretien avec Louis Morissette qui s'applique un rouge à lèvres sur la couverture, le beau Louis qui a joué le jeu. Film. Et Xavier Dolan aussi dans le magazine. Oui, pour parler de L'inconnu de la Grande Arche, qui n'a ouais. pas remporté son César, Non. malheureusement. Voilà. Et tu l'as vu, toi aussi, L'inconnu de la Grande Arche? Oui. Eh ben ça, là, on peut le dire. C'est pour ça que j'étais comme, faudrait faire un portrait de Mars. Excellent film. Oui, très bon vraiment. film d'architecture, justement de quête bureaucratique et tout. Là, on est comme dans l'ouverture vers tous les films, ce qu'on a pu voir un peu d'avance. Voilà. Fait que on réfléchit à tout ça, mais c'est pas parce qu'on change que le balado meurt. On est toujours très enthousiaste de faire ça. C'est juste une gestion de temps. Alors, pour pouvoir que tu puisses terminer avec ton ouverture, je t'enchaîne ma phrase classique. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et je vais tout simplement terminer avec la merveilleuse citation de Kevin Bacon. Je ne sais pas si des fois vous le voyez sur Facebook, il fait des reviews de films avec sa femme. Moi, il sort du cinéma. Il dit tout simplement, on a besoin du cinéma et le cinéma a besoin de vous. Merci de nous écouter.